de la semaine. On s'est quitté dimanche soir avec de la déception, de la frustration, mais l'envie d'en redécoudre très vite avec ce sprint final qui démarre véritablement. Là, il y a les 6 matchs et l'OM ne va pas se cacher en position de chasseur maintenant. Oui, exactement. Je pense que c'est une bonne chose de rejouer très très vite. Je pense que lorsqu'on a des matchs comme celui-ci, ça donne envie d'y retourner. C'est vrai qu'il y avait de la frustration après Monaco, mais on a tout de suite basculé, travaillé pour être justement la meilleure équipe possible demain. On sait que c'est un match capital, clairement. C'est un match qu'il faut absolument gagner avec la série de 2 défaites qui est négative pour nous. Donc on a envie et les joueurs ont envie de, face à notre public, gagner pour entamer ces 6 derniers matchs avec cette volonté d'être conquérant, de mettre la pression. Le fait de jouer vendredi, ça nous permet aussi, en cas de bons résultats, de mettre un petit peu la pression comme on a pu le faire dans certaines semaines précédemment. Donc c'est très important pour nous et capital. Bonjour Habib. Bonjour. J'avais une question concernant Pierre-Emerick Aubameyang et son utilisation. Je fais partie des gens qui sont surpris de le voir jouer autant. Il fait 90 minutes encore à Monaco. Et on sait qu'un attaquant, la dose de lucidité est très importante. Donc j'imagine que c'est un paramètre qu'on a en compte quand on est coach. Donc pourquoi choisir de le laisser autant sur le terrain ? Voilà, quels sont les facteurs qui font qu'on le laisse autant ? Parce que la question, à mon sens, est liée à une observation qui n'est pour moi pas la bonne, puisque quand on regarde la lucidité contre Lyon, il l'a. Il marque dans les dernières minutes du match, et donc je pense qu'un attaquant de cette qualité-là, c'est pas une question de lucidité, c'est une question parfois de réussite. Cette réussite-là, il l'a eu en fin de match, et qu'aujourd'hui, Auba, de par sa qualité, son expérience, nous amène aussi sur la création d'espace, parce que quand vous regardez son match contre Monaco, on se concentre beaucoup sur la statistique claire et nette qu'on demande à un attaquant. Mais moi, quand je regarde le contenu du match, il a créé beaucoup d'espace pour Amine Gouiri aussi dans le demi-couloir. Et ces efforts-là, en général, ne sont pas regardés. Donc c'est très important pour moi de continuer à faire en sorte que Auba soit performant aussi dans le fait de ce qu'il amène à l'équipe. Et la lucidité, pour moi, n'est pas un argument à faire valoir sur le match de Monaco, en l'occurrence, parce que même s'il a une occasion nette, c'est à mon sens un manque de réussite plus qu'un manque de lucidité. Puisque contre Lyon, il n'a pas fait preuve de manque de lucidité. Jusqu'à la dernière minute, il a été capable de faire la différence. Et donc je suis très content des performances d'Auba. À lui de retrouver l'efficacité dont on a besoin. Mais ce n'est pas un argument sur le match de Monaco. Habib, bonjour. Auba est toujours là. Est-ce que les autres sont là ou pas physiquement? Le groupe, où en êtes-vous rapidement avant ma question, s'il vous plaît? Greenwood revient du coup? Oui. Mason revient, on a toujours bien sûr Naïef qui est en situation de réathlétisation, on a la blessure de CJ qui s'est additionnée aussi sur la fin de match où forcément c'est préjudiciable pour nous parce que je trouve c'était une solution intéressante dans ce qu'il nous apportait aussi, la qualité de relance. Malheureusement on le perd, mais on va être capable avec l'ensemble du groupe de pallier à cette absence-là. On savait qu'on avait un groupe restreint, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a aussi le retour de Léo qui sera à 100% physiquement. Et donc, c'est une bonne chose pour le groupe qu'on puisse, dans ces cas-là, avoir des ressources. Mais on aura bien sûr Naïef, vous le savez, on aura Kondo et bien sûr CJ absent. Et je voulais savoir, même si vous restez sur 2 défaites, c'était plutôt cohérent contre Monaco, on en a parlé. Mais là, tout le monde voit l'OM gagner 3-4-0 contre le dernier de la Ligue 1. Comment on gère cette atmosphère-là, pour ne pas que tout le monde s'enflamme peut-être? Non, on n'est pas perturbé par ça. On est conscient qu'aujourd'hui, nous sommes conscients de la situation des 2 équipes. On a une équipe qui est en difficulté, mais qui reste sur 2 résultats positifs par rapport à ce qu'ils veulent rechercher, c'est leur maintien en Ligue 1. Ça ne sera pas un match simple, on l'a vu contre Auxerre. Ce sont des équipes qui sont regroupées et qui procèdent parfois en contre, et il faudra être vigilant sur cet aspect. Peut-être qu'on sera dans une domination territoriale, mais il faudra encore une fois la valider. C'est aussi la faculté à ouvrir ces matchs très très rapidement pour avoir un petit peu plus d'espace. Donc aujourd'hui, sur cet aspect-là, on sait à quel match on s'attend, mais il n'y a rien d'acquis par le fait qu'aujourd'hui c'est Metz. Il faut respecter ces équipes-là. Ces équipes-là vont jouer leur chance jusqu'au bout. Et c'est à nous d'être très très performants et surtout beaucoup plus efficaces qu'on en a été sur le match de Monaco. Bonjour Habib. Bonjour.
J'avais 2 petites questions que je peux enchaîner rapidement. La première, elle concernait principalement le petit Nnadi, qui n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. Est-ce que c'est un joueur dans ton esprit? Est-ce qu'il est programmé un peu pour la saison prochaine, un peu comme Imad Abdelli, parce que c'est des joueurs qui sont arrivés dans un secteur où il y a pléthore de joueurs, ou il te fait déjà une bonne impression et tu penses qu'il peut être prêt très rapidement? Non, il me fait une très très bonne impression. Après, c'est ce secteur-là où on a le plus de joueurs. On a 7 ou 8 milieux de terrain. Et donc forcément, dans cette situation-là, ça fait que la rotation n'est pas forcément fréquente pour ces joueurs-là. Je suis très satisfait de ce que nous apporte Nadi, surtout sur la logique défensive et sa capacité à harceler sur 4-5 mètres. Et en ayant discuté avec lui, j'aimerais aussi revoir ça sur l'aspect offensif, c'est-à-dire qu'il arrive à aussi dynamiser. Dans un milieu à 2, il faut quand même des joueurs qui soient capables aussi d'apporter sur la seconde ligne. Et donc, je pense que Nadi, dans son adaptation et dans sa progression, a besoin aussi d'aller vers ça. Mais on est très, très satisfait de l'état d'esprit de Nadi, très satisfait de ce qu'il est aussi défensivement. Je pense qu'il est l'un des joueurs dans cet effectif qui a la capacité défensive la plus importante, dans la logique de harceler, d'aller chercher. Et ça, c'est très positif pour nous. Donc, il faut qu'on continue à travailler avec lui dans son adaptation, dans le fait de le faire rentrer dans l'équipe petit à petit. Mais comme tous les autres, il aura sa carte à jouer. Par moments, ça prend un petit peu plus de temps, mais je reviens un petit peu à ce que vous avez dit aussi sur Imad. C'est l'adaptation dans un club comme celui-ci avec forcément une attente qui est plus importante dans un club comme l'Olympique de Marseille, et donc il leur faut un petit peu de temps, mais on est très satisfait de ce que donnent les joueurs. C'est ce que j'ai dit, c'est un petit peu la frustration qu'on a ressentie après le match contre Monaco, c'est que l'investissement des joueurs au quotidien, l'investissement sur ce match, on aurait aimé être récompensé par au moins un point, parce que je pense qu'on le méritait, et je trouve que la qualité de jeu que nous avons produit doit nous amener à avoir de la confiance pour le match de demain. Et ma deuxième question concerne un sujet transversal que mes collègues de l'équipe ont aussi posé à tes homologues de Ligue 1, c'est sur l'usage du téléphone portable dans le vestiaire. En tant que coach, on sait que les joueurs aujourd'hui sont souvent, comme le reste de la population, collés au téléphone dans le vestiaire, à l'entraînement, même des fois pendant, à la mi-temps ou avant les matchs. Quelles sont les règles que tu as édictées de ton côté? Est-ce que tu as mis un cadre? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui est dans l'interdiction ou qui est plutôt dans la liberté? Comment tu... Non, je suis sur ça. Alors, je suis pas dans une forme de liberté, je suis dans une forme de compréhension de ce qu'on vit aujourd'hui, et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui avec nos joueurs est aussi le reflet de ce que nous vivons dans notre société et le reflet de ce que nous vivons chez nous avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de consommation très rapide et que le téléphone est devenu en fait un outil de communication, mais un outil aussi d'ennui. Et donc, je pars du principe que dans certaines situations, on les bannit, mais qu'il est très difficile de renverser la table aujourd'hui par rapport à toutes les habitudes que nous avons prises, qui ne sont pas forcément des bonnes habitudes. Donc nous, en tout cas, on ne les interdit pas dans tous les lieux. Par contre, on considère qu'à partir d'un certain moment, ils doivent être discrets parce que c'est pour moi un élément distracteur, mais il est un élément distracteur pour vous. Je prends l'exemple tout simple, lorsque vous avez votre téléphone qui est posé sur la table et que vous êtes en train de travailler, si vous entendez le vibreur, vous allez forcément vous déconnecter à un instant, et cette déconnexion, elle est permanente. Et le problème qu'on a aujourd'hui avec la nouvelle génération et nos nouvelles générations, c'est-à-dire nos enfants, c'est qu'ils sont en déconnexion permanente par rapport à un sujet de discussion qu'ils peuvent avoir ou d'attention. Je prends l'exemple très simple, c'est ce que vous vivez avec vos enfants, vous êtes en train de discuter d'un sujet sérieux, et puis d'un seul coup, il prend son téléphone, il ne vous regarde plus, il est en train de regarder son téléphone. Et il faut toujours être en fonction de ça, capable de dire... Nous avons une discussion, si tu peux mettre ça de côté, mais c'est très difficile. Donc, je ne suis pas dans l'interdiction, je suis dans la compréhension, mais par moment, il faut savoir aussi les mettre de côté. Et ça, c'est une volonté personnelle et aussi une compréhension personnelle de l'interlocuteur que vous avez et les moments qui sont pour nous très importants de déconnecter. Bonjour Habib. Bonjour. Vous avez dit que Mason Greenwood allait revenir du coup. Ça fait quelques semaines qu'il n'a pas joué. Déjà, dans quel état physique il est? Est-ce qu'on peut le voir démarrer demain? Et à quel point il vous a manqué aussi à Monaco? Merci. Il est mieux, mais il y a toujours une petite douleur. Après, ce qui est sûr, c'est que c'était un vrai contact qu'il a pris sur le match de Lille, qui a amené une lésion. Et donc forcément, on a ajusté son retour. Le fait de l'avoir, on connaît sa qualité. Le fait qu'il nous ait manqué, j'aime pas parler de cette situation-là, mais c'est un joueur qui, dans des situations comme on les a vécues contre Monaco, avec 19 tirs, avec beaucoup de situations offensives, qui forcément est un joueur qui aurait pu nous apporter ce match-là. Mais j'aime bien parler des joueurs aussi qui sont présents et de la qualité des joueurs qui ont joué ce match. Mason n'était pas là, on le retrouve avec le groupe. Il sera une opportunité, une solution pour nous demain.
Mais c'est un joueur, vous le savez, qui est capable de débloquer des situations sur des blocs bas avec du talent, qui doit travailler aussi pour l'équipe. Mais c'est bien de l'avoir avec nous sur ce match-là. Coach, question assez large parce que la course au podium va être assez acharnée. Là, c'est très très serré. De votre expérience de joueur sur ces sprints là de fin de saison et d'entraîneur, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fera la différence? Quelles sont les valeurs à avoir dans un sprint pour en sortir vainqueur et être troisième? Déjà, la croyance sur notre objectif de départ. La deuxième, c'est la sérénité et le calme qu'on va devoir avoir sur les faits de... Comme je l'ai dit, lorsqu'on gagne, il faut être très très calme. Lorsqu'il y a une contre-performance, il faut aussi être très très calme parce qu'on sait que le bilan sera fait le 16 mai lors du dernier match. Aujourd'hui, il y a un groupe d'équipes qui est justement dans cette course à la Ligue des Champions et nous, il faut qu'on soit l'équipe la plus sereine possible à travers les résultats que nous allons vivre. Et c'était très important après Monaco, malgré la déception, de montrer de la sérénité, de savoir, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que même si j'ai été le premier à dire qu'il n'y a pas de défaite encourageante, et je le crois toujours, une défaite reste une défaite et elle impacte forcément un groupe. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le travail qu'ils font au quotidien et sur le jeu que nous avons produit à Monaco, il y a des éléments à garder pour être une équipe performante demain. Donc tant qu'on sera dans cette sérénité et savoir aussi que cet objectif est atteignable, encore une fois, on est à 1 point de la 3e place. C'est à nous de combattre pour obtenir cette 3e place en fin de saison. Mais en cas de victoire demain, rien ne sera acquis. Et donc, il faudra qu'on soit capable de rester calme et surtout aborder ce match avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait que les matchs en Ligue 1 sont difficiles. Mais je le répète, c'est un match capital qu'il faut absolument gagner. En cas de contre-performance, il est clair que ça mettrait beaucoup plus de pression et on pourrait identifier ce match à quelque chose comme nous ne sommes pas capables d'aller chercher nos objectifs. Donc, on sait ce qu'on a à faire, on est conscient de l'enjeu. On aura nos supporters et il faudra qu'on fasse un très grand match. Bonjour Habib. Bonjour. Quand vous êtes arrivé, vous avez pas mal évoqué la verticalité, l'intensité sur lesquelles votre jeu devait se baser. Hormis le match contre Lyon, un peu à Monaco, on n'a pas vu des matchs très spectaculaires. Qu'est-ce qui vous manque, même si vous avez dirigé que 7 matchs à l'OM, qu'est-ce qui vous manque pour que l'on voit un OM plus spectaculaire et plus entraînant? Merci. Alors sur l'aspect spectaculaire, je ramène le spectacle à la notion aussi d'adversité. L'adversité que nous avions contre Monaco était sûrement la meilleure adversité depuis 2 mois et demi en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain sur la qualité et sur les résultats. Je trouve que par séquence et sur le match, on a été supérieur à cette équipe en termes d'occasions créées. Sur les problématiques qu'on leur a posées, il y a eu aussi une différence peut-être de confiance à un certain moment dans ce match-là. Par contre, lorsque nous avons 19 tirs, même si les XG, je les relativise, mais ils ont été dans le match très constants. Par moment, vous pouvez avoir 3 de XG en 5 minutes. Nous, on a eu des opportunités quand même tout au long du match. Et j'estime que ça montre qu'on a été constant dans la faculté à les mettre en difficulté. C'est ce qui m'amène à penser que si nous avons les mêmes situations et si nous sommes aussi performants sur l'aspect offensif de notre création, après, il y aura l'efficacité. On se donnera la facilité, en tout cas, d'aborder ces matchs-là avec plus de confiance, parce que je résume ça à de la confiance, tout simplement. Après, sur les matchs spectaculaires, d'ici la fin de saison, il faudra surtout prendre des points, surtout être dans la lutte. Et s'il y a l'aspect spectaculaire, on sera très content. Mais ce qu'il faut, c'est gagner. Et je pense que c'est l'élément le plus important aujourd'hui face à cette équipe de Metz. Bonjour Habib. Bonjour. J'aimerais revenir un petit peu sur le cas de Mason Greenwood et avoir votre avis là-dessus. Certains évoquent l'idée qu'il pourrait être à la fois la solution et le problème de l'équipe et que même l'OM pourrait être plus fort collectivement sans lui. J'aimerais avoir votre regard et votre position d'entraîneur par rapport à cette réflexion-là. Non, je pense que cette analyse, elle est liée au fait que de temps en temps, on voit beaucoup Mason sur l'aspect offensif, un petit peu moins sur l'aspect défensif. Ce que j'essaye de travailler avec lui, c'est que je sais qu'aujourd'hui, il ne fera pas une course-retour de 45-50 mètres à très très haute intensité pour défendre, parce que ça n'est pas ses caractéristiques et en soi, on n'est pas là pour transformer un joueur. Par contre, on sait aussi que par son placement, son repositionnement défensif, il peut couper des lignes de passe et donc c'est sur ça aussi qu'on travaille avec Mason. Par moment, il faut aussi accepter, lorsque vous avez une telle qualité offensive, certains déficits défensifs. L'équipe a très très bien travaillé défensivement justement à Monaco et c'est pour ça que c'est une bonne chose aussi et c'est un bon exemple pour chacun des joueurs
présent dans ce groupe pour savoir ce qu'il doit faire aussi pour l'équipe. Maintenant, vous savez aussi que Mason est très important sur l'aspect offensif et il ne faut pas non plus lui enlever toutes ses qualités. Donc, je pars du principe qu'il est perfectible sur l'aspect défensif, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision qu'on aurait de dire qu'il doit être, par exemple, un Aubameyang ou il doit être un Amin Gouiri. Il a ses qualités à lui. Il faut accepter ces qualités-là. Et jusqu'à maintenant, à l'Olympique de Marseille, il a montré aussi qu'il était important pour l'équipe et décisif. Deux dernières questions. Karim et Bruno. Pardon. Oui, Habib, depuis tout à l'heure, tu as donné des explications sur ce qu'il fallait pour que la course à la 3e place se passe du mieux possible. Donc, si on a bien compris, si l'OM arrive à gagner ses 6 derniers matchs, ça pourrait passer, parce que c'est pas sûr mathématiquement, puisqu'il y a une équipe qui est devant. Quelle est l'importance selon toi dans cette course où tu as 5 équipes en 3 points du goal average, parce que vous êtes quand même assez bien devant en termes de goal average. On sait qu'en cas d'égalité entre 2 équipes, c'est le goal average aussi qui pourra fonctionner. Comment dans une année 2026 où je crois que vous n'avez gagné qu'une seule fois en Ligue 1 par plus d'un but d'écart, c'était contre Lens, comment on arrive aussi, après avoir atteint son objectif, à demander à son équipe d'aller enfoncer et de marquer et de ne pas prendre? Déjà, c'est maintenir cette avance-là, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte d'être très solide défensivement, parce qu'on sait qu'offensivement, on aura des opportunités. Après, lorsqu'on regarde depuis quelques matchs, on avait réussi à ne pas prendre de but pendant 2 matchs. Et là, on a pris 2 contre Lille, 2 contre Monaco. Donc, il est important de garder en tout cas cet avantage du goal average qui est très important en cas d'égalité. Et c'est ce qu'on dit très souvent, c'est un point supplémentaire, c'est un point virtuel supplémentaire. Donc, on accentue sur le fait que lorsqu'on est dans certains matchs qui peuvent paraître difficiles, il faut savoir être très solide. Lorsqu'on a l'opportunité de dominer et qu'on a l'opportunité de marquer, il faut y aller et il faut être justement très efficace. Je trouve que contre Monaco, lorsqu'on regarde nos opportunités, on aurait dû marquer bien plus qu'un but, mais c'est la réalité du match. Donc essayer de faire en sorte de ne pas mettre trop de pression non plus sur cet aspect-là. On est performant offensivement, mais vous le savez, dans ces derniers matchs, tout le monde est très serré, tout le monde veut garder son point de départ pour certaines équipes qui doivent se maintenir et les matchs ne s'ouvrent pas si facilement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est très important souvent de marquer vite dans un match pour se donner un petit peu plus d'espace. Mais je sais que ces équipes-là, même en étant menées 1-0, ne s'ouvrent pas parce qu'elles savent que jusqu'au bout, à travers un coup de pied arrêté, une situation de contre, ils peuvent revenir. Donc il faudra que nous, on soit très très concentrés sur ces aspects-là, marquer le plus possible quand on le pourra. Parce que cet avantage du goal average est très important pour nous. Il a été construit tout au long de la saison et il faut absolument le maintenir. Donc c'est aussi peut-être une croyance qu'on doit avoir et cette volonté toujours de maintenir ce niveau d'attaque, ce niveau de croyance offensive, parce que l'OM l'a construit toute la saison et on a beaucoup marqué. Quand je dis on a beaucoup marqué, puisque je suis aujourd'hui à l'Olympique de Marseille et il faut qu'on garde cette ambition-là. Habib, je voulais vous entendre sur un phénomène qui prend un petit peu d'ampleur, c'est le fait que certains supporters abonnés ne veuillent plus venir au stade. Ce sera encore le cas demain. Désabusés, il y en a qui disent j'encourage une équipe que je ne supporte plus au sens propre du terme. Comprenez-vous cela, alors que l'OM est 4e et dans la course à la Ligue des Champions, mais ils sont déçus de la saison, des saisons, ainsi de suite. Et quel message avez-vous pour eux éventuellement, s'il vous plaît? Non, j'ai pas de message. La compréhension, je comprends la lassitude, je comprends parfois la tristesse, je comprends la frustration. Par contre, quand vous êtes supporter à vie, quoi qu'il arrive. Et pour moi, un vrai supporter aujourd'hui, et si vous êtes abonné, vous aimez le club. Et vous aimez le club dans les bons moments et dans les mauvais moments. Moi, je ne juge pas les gens qui prennent des décisions différentes. Je dis juste que je comprends tout ça et je ne suis pas là pour juger celui qui ne vient pas au stade s'il est abonné. Je dis juste que quand on aime un club quoi qu'il arrive. Donc, tout simplement. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et je ne remets pas du tout ça en question. Après, la lassitude, donc vous avez évoqué, c'est une saison qui est longue, il y a eu différents scénarios. Moi, je me concentre vraiment sur ces 6 derniers matchs et sur la volonté d'être une équipe qui, en tout cas, montre des valeurs. Pour avoir rencontré beaucoup de gens, même si le résultat était négatif, je pense que certaines personnes ont aussi apprécié de voir l'équipe comme on l'a vu contre Monaco. Mais il y a une réalité en football, c'est le résultat. Et donc le résultat a beaucoup d'impact sur l'aspect émotionnel des supporters et je le comprends.
Et donc, je ne remets pas ça en question. J'espère qu'il y aura un maximum de monde. J'espère que ceux qui aiment l'OM seront là demain pour nous permettre d'avoir ce supplément d'âme. Parce que, encore une fois, on les voit, ils sont à Monaco, ils nous supportent. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel de voir ces supporters-là derrière nous. On en a besoin. Et on s'appuiera sur ceux qui sont avec l'OM, sur ceux qui aiment l'OM, sur ceux qui supporteront l'OM, qui de temps en temps seront un peu frustrés. Mais on essaiera de les amener avec nous jusqu'au bout.